Histoire et savoir, l'émission. Bonjour à tous. Aujourd'hui dans notre émission, nous allons parler en premier sujet de l'attentat raté contre Napoléon et du deuxième sujet, le Pérugin. Alors pour commencer, tout de suite, nous allons parler de l'attentat raté contre Napoléon Bonaparte. Nous sommes le 24 décembre 1800. Il est environ 19h, à Paris, aux Tuileries, siège du pouvoir républicain. Non loin de là, se situe une rue aujourd'hui disparue, la rue Saint-Nicaise. Sur le chemin de cette rue, 3 hommes placent au milieu une charrette contenant un baril d'explosifs assez mal caché, que par la suite, les historiens nommeront la machine infernale. Cette charrette, les conspirateurs vont la confier à une jeune mendiante, Marianne Pansol. Contre quelques sous, elle accepte le marché. Les hommes s'en vont. Revenons aux Tuileries. Utilisées par les révolutionnaires pour enfermer la famille royale après la fuite de Versailles en 1789, et jusqu'à l'emprisonnement successif de Louis XVI et Marie-Antoinette les 26 septembre et 26 octobre 1792, en attente de leur procès et de leur exécution, l'ancien palais d'une monarchie plus que millénaire agonissante devient le siège du pouvoir d'un certain Bonaparte. Jeune général corse, vainqueur d'Italie, revenu en France après l'expédition d'Égypte, Napoléon Bonaparte prend le pouvoir à l'issue du coup d'état du 18 et 19 Brumaire de l'an 8, qui est donc le calendrier républicain de l'époque, à comprendre dans le calendrier à nous, 9 et 10 novembre 1799. Alors Bonaparte, c'est un chef d'État hyperactif, il travaille à son cabinet de travail aux Tuileries, lorsque sa femme, Joséphine, accompagnée de sa fille, Hortense, décide de l'arracher à ses papiers pour l'emmener à l'opéra. Pour la petite histoire, Napoléon a épousé Joséphine le 9 mars 1796, juste avant de s'envoler pour l'Italie. Quant à Hortense, elle est le fruit d'un couple formé par Joséphine et son premier mari, Alexandre de Beauharnais, guillotiné à la Révolution. Joséphine a par ailleurs échappé de peu à l'attentat, à l'échafaud donc. Bonaparte, en farouche travailleur, refuse dans un premier temps de rejoindre l'opéra, avant de céder aux caprices de sa femme et de sa belle-fille. Ce soir, on joue La Création de Haydn, compositeur autrichien. C'est donc en cette veille de Noël que le couple consulaire et sa suite quittent le palais des Tuileries. Donc. Le convoi s'engouffre dans la rue Saint-Nicaise, toujours bloqué par la machine infernale, gardée par la brave Marianne. La jeune fille tente, en vain, d'apercevoir le premier consul. Mais la voiture l'a déjà dépassé lorsqu'un bruit sourd, rauque, éclate au milieu de Paris. Les murs sont noirs de poudre, la rue est saccagée. Le bilan humain est dramatique. 20 morts. 20 morts auxquels Bonaparte ne fait pas partie, ni quiconque de sa suite. Par chance, l'assassinat du premier consul est mis en échec. Mais celui-ci aura quand même eu la vertu, conjuguée à la conjuration royaliste menée par Cadoudal en 1804, de déboucher sur l'instauration d'un régime légitime et héréditaire, ce sera l'Empire, promulgué le 18 mai de la même année 1804. À l'opéra, l'orchestre a immédiatement cessé de jouer lorsque l'explosion a retenti. L'atmosphère est électrique. Dans la salle, la foule panique pour la vie de Napoléon. Soudain, le chef de l'État apparaît à sa loge. Il semble indemne. La foule se rassure. La création reprend. Bonaparte avait toutes les raisons d'être menacé. En effet, à sa gauche, les Jacobins, ultra-révolutionnaires, ils ont encore énormément d'influence à Paris. Ils ont eu, pendant la Révolution, des figures emblématiques comme Mirabeau ou bien encore le terrible Robespierre. À sa droite, les royalistes, favorables au rétablissement de la monarchie absolue d'avant la Révolution. Ils ont pour figure emblématique les princes de sang, comme les futurs rois de France Louis XVIII et Charles X. Enquête est donc menée. Joseph Fouché, ministre de la police de Napoléon, privilégie la piste royaliste. Bonaparte, lui, assure que ce sont les Jacobins, qui ont mené le complot. À la suite d'une dispute, Fouché est disgracié, mais arrive quand même à prouver que les complotistes étaient des royalistes, subventionnés par les Anglais, ces mêmes Anglais qui n'acceptaient pas le renversement de la monarchie et qui ne reconnaîtront pas non plus l'avènement de l'Empire en 1804. Les coupables, quant à eux, seront par la suite exécutés. Cette chronique est extraite du magazine Historia du mois de décembre 2014.
De retour sur notre émission, je vais désormais vous parler du Pérugin. À la fin de notre émission, je vous propose de découvrir un tableau de l'artiste que nous allons vous détailler, La Résurrection. Une photo de ce chef-d'œuvre sera postée par la suite sur notre page Facebook. Revenons à l'artiste. Maître d'œuvre de la Renaissance italienne, Pietro Vannucci, dit le Pérugin, né vers 1450 dans une famille riche de Pérouse, en Italie. Il fait ses classes à Florence, où il rencontre des prestigieux artistes comme Léonard de Vinci ou bien encore Botticelli. À la suite de ses études, il acquiert une technique picturale qui va caractériser son style, un art de cristal fait de transparence et de lumière théâtrale, tout en grâce et séduction, avec une grande attention portée à l'harmonie des couleurs et au modèle des corps. Rapidement, le peintre se met au travail. Il puise une grande partie de ses sujets dans le répertoire de la religion, affectionnant tout particulièrement le thème de la Vierge à l'enfant. Son coup de passo, assure sa renommée dans toute l'Italie et osons même le dire, dans toute l'Europe. En 1480-1481, appelé par le pape Sixte IV, il rejoint le Vatican où il va participer à la décoration de la chapelle Sixtine, aux côtés d'artistes comme Giraldaio, Botticelli ou bien encore Roselli, rien que ça. En 1493, il se marie et s'établit à Florence, ville où il a fait ses classes. Il va réaliser des chefs-d'œuvre comme l'Ascension du Christ avec les 12 apôtres, le Père éternel accompagné de ses chérubins et d'anges, ou bien encore des épisodes de la vie du Christ, ou bien encore la Résurrection que je vous propose de détailler maintenant. Tableau peint de 1496 à 1500, de type huile sur bois, de dimension 40 x 67 cm, les couleurs froides dominent son arrière-plan, au premier plan c'est plutôt l'inverse. Au centre du tableau, Jésus est enveloppé d'un drap rouge, tenant dans sa main un drapeau blanc à croix rouge. C'est le drapeau des croisés. Il se tient droit, debout, sur un tombeau de style Renaissance. De part et d'autre de Jésus se trouvent des soldats dont certains historiens de l'art affirment qu'ils ont été peints par son élève, le célèbre Raphaël. En second plan, on retrouve des couleurs plus froides, comme le vert foncé, le bleu. La scène se déroule dans un paysage qui, dit-on, est inspiré des campagnes de Toscane. Pour les intéressés, ce tableau est visible au musée des Beaux-Arts de Rouen, en France. Mais rapidement, Pietro va attiser la jalousie de ses homologues florentins. Ceux-ci affirment que l'artiste ne se donne pas beaucoup de peine pour réaliser ses tableaux, qu'il fait cela uniquement pour l'appât du gain, et qu'il a oublié les bonnes méthodes de travail. Ce à quoi le Pérugin répondra « J'ai employé les figures que vous avez louées jadis et qui vous ont plu infiniment. S'ils vous déplaisent aujourd'hui, et si vous n'en faites plus l'éloge, qui puis-je » L'artiste quitte le monde terrestre en 1423, des suites de la peste. Cette chronique est extraite du magazine Historia du mois de septembre 2014. C'était Histoire et Savoir, merci de nous avoir suivis.